Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est notre nouveau rendez-vous avec Francis Gosselin, collaborateur à Cube, que l'on retrouve d'ailleurs sur place. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui s'est penché donc sur les revenus de la taxe sur le carburant qui, veut pas, stagne avec l'arrivée des voitures électriques, propose une taxe kilométrique pour permettre le maintien, l'amélioration, on comprend, du réseau routier au Québec. Francis, comment ça pourrait fonctionner? C'est quoi, avec l'odomètre, un capteur GPS? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ça, justement, là, qui est la question qui tue, à quelque part. Comment est-ce qu'on rend cette taxe kilométrique-là possible? Hein? Et donc, qu'on parle justement de suivre l'odomètre, qu'on demande à chaque année, par exemple, au renouvellement de l'immatriculation, de faire une photo ou carrément d'installer des GPS dans toutes les voitures. Mais là, on se rapproche, Marianne, quand même d'un peu d'une forme de Big Brother là, qui peut être inquiétant pour certains. Mais chose certaine, si on veut mettre ça en place, il faut être capable de suivre de manière régulière combien de kilomètres parcourent les Québécois pour pouvoir leur facturer justement en fonction de ça. Ça pose toutes sortes de problèmes. Puis encore une fois, je salue le travail des chercheurs là, d'apporter cette eau au moulin, mais justement, comment est-ce qu'en pratique, on met ça en place? Je peux m'imaginer, Marianne, quelqu'un qui parcourt énormément de kilomètres pour le travail, que ce soit un représentant sur la route, un vendeur, un entrepreneur qui fait 40, 50 000 kilomètres dans une année et qui se retrouve à la fin de l'année, là, quand il vient renouveler son immatriculation, avec une charge de plusieurs centaines de dollars additionnels. Ça passe un peu difficilement. En même temps, actuellement, il le paie à travers l'essence qu'il met dans sa voiture, à quelque part, non? Oui, bien justement, je suis pas du tout un partisan de l'essence, mais ce qui est le fun avec le modèle de tarification actuel, c'est qu'à chaque fois qu'on met de l'essence, on paye quelques cents, là, probablement sur un plein, là, 1 ou 2 dollars, alors que dans un modèle de taxe kilométrique, forcément, à moins d'installer des GPS puis d'envoyer une facture à toutes les 2 semaines, là, il va vraiment falloir qu'il y ait un moment dans l'année où on va charger aux gens. Je me demande combien de Québécois vont être prêts à aller renouveler leur immatriculation et payer, je sais pas, 1500 dollars pour immatriculer leur véhicule. Faut pas en avoir deux là, à ce prix-là. Donc, il y a un enjeu un peu d'acceptabilité sociale. Puis c'est ce qu'on a vu partout dans le monde où des mesures comme celle-là ont été tentées. Hein. Les gens n'aiment pas cette manière de procéder pour financer les travaux. Je nie pas qu'il y a un manque à gagner là, du point de vue du financement de la voirie puis des travaux publics, mais c'est une mesure qui va être, encore une fois, à réfléchir vraiment profondément avant de lancer ça là, trop simplement. Oui, et est-ce que ça pourrait pas nuire aussi à l'implantation des voitures électriques? Parce que, évidemment, que ça enlève un avantage qu'on a présentement lorsqu'on a une voiture électrique. Ah oui, c'est certain qu'il y a le différentiel de coût d'opération, là, c'est-à-dire les voitures électriques, on sait, coûtent un peu plus cher à l'achat, mais ensuite, à la marge, là, à chaque fois qu'on fait le plein, entre guillemets, du véhicule électrique, ça coûte 3-4 dollars, contrairement à des 50-100 dollars dans l'essence. Plusieurs disent que c'est comme ça qu'on peut justifier le passage vers l'électrification là, des transports individuels si on vient rajouter une taxe. Puis encore une fois, là, j'avance des chiffres depuis tantôt, mais je me fie vraiment sur l'étude où on parle de 8 sous par kilomètre. Hein? C'est quand même pas une petite taxe là, qu'on évoque. Et donc, c'est certain que ça va venir enlever beaucoup de ces avantages-là. L'enjeu, c'est que pendant que cette transition-là survient du pétrole vers l'électricité, il y a comme un manque là, dans le financement des infrastructures. Il faut rappeler qu'il y a une taxe, là, TPS-TVQ, qui s'applique sur les tarifs d'hydroélectricité. Mais comme je le disais, faire le plein d'un véhicule électrique, ça peut coûter 4 ou 5 dollars. Donc, c'est certain que oui, c'est bien là, le petit 10 % de TVQ que Québec va chercher, mais c'est certain que ça ne compense pas le manque à gagner là, sur les taxes sur l'essence. Donc, il va falloir trouver une façon de financer tout ça. Je ne sais pas, encore une fois, de quelle poche on va la tirer, mais il va falloir trouver, certainement. Oui, j'allais poser la question, est-ce qu'on sait quand sera le point de rupture là, où il y aura les mêmes besoins de réfection des routes, des infrastructures, avec des voitures, qu'elles soient à essence ou électriques, elles passent sur la même route et on doit réparer cette route-là. Est-ce qu'on sait quand il y aura le point de rupture où on aura les mêmes besoins, mais pas assez de voitures à essence pour payer? Ça dépend, évidemment. Puis là, il va falloir faire un peu de prophétie ensemble, toi et moi, mais ça dépend, évidemment, à quel rythme le nombre de véhicules, les gens achètent les véhicules électriques. Là, on voit qu'il y a une forme de stagnation là, dans les derniers mois. Ça semble avoir repris quand même là, à un bon rythme la croissance, mais ça reste aujourd'hui, c'est peut-être 10 à 15 % des véhicules neufs vendus chaque année. Mais il y a des véhicules qui ont été vendus l'année dernière, puis l'année d'avant, puis il y a 10 ans, puis il y a 15 ans. Donc, avant que le parc automobile
québécois soit significativement électrique. Là, je pense qu'on en a pour quelques années. Au Québec, on a l'objectif 2035, là, qui est quand même assez majeur, là, que une grande proportion des véhicules vendus neufs soient électriques, mais on aura toujours, encore une fois, les vieux véhicules à essence là, qui vont continuer à rouler et à contribuer. Là, c'est là où ça dépasse un peu mes capacités là, de calcul mental pour te prédire exactement le moment où il y aura un point de rupture. C'est un dossier qu'on va suivre. On va en reparler, ça, c'est clair. Parlons par ailleurs maintenant, Francis, du RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. Ça, c'est rare, mais il y a comme trop d'argent là, finalement. Oui, bien, heureuse nouvelle d'une certaine façon. Là, on parle d'un surplus là, qui se chiffre à peu près à 650 millions de dollars là, à la fin de cette année. Puis l'enjeu, c'est que plus on se projette dans l'avenir, là, les statisticiens, les experts, on pressent que ça pourrait atteindre presque le milliard de dollars de surplus là, à l'horizon 2028-2029. La raison est assez simple. On cotise des montants là, qui ont été déterminés lors de la création du programme et il n'y a pas assez de naissances au Québec actuellement. Donc, il n'y a pas assez de retrait de ce programme-là. Donc, à chaque année, il y a des cotisations. Là, je pense que c'est quelque chose comme 1 milliard, 1,5 milliard. Et il y a insuffisamment de retraits qui se font à l'échelle provinciale. Donc, encore une fois, on accumule de l'argent dans ce fonds. Il y a évidemment plusieurs lectures là, de ce que ça veut dire. Certains diront il faut diminuer la cotisation. Là, c'est une charge additionnelle, c'est une forme de taxe. D'autres diront non, il faut peut-être bonifier, dans le fond, ce qu'on donne aux familles. Puis même Québec solidaire a avancé qu'il faudrait, par exemple, encourager la prise de congé des pères, là, qui, encore aujourd'hui, au Québec, en prennent insuffisamment. Donc, c'est un gros montant, hein, quand même, plusieurs centaines de millions de dollars. Puis la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, un peu trop perçu par le RQAP? Bon, c'est un beau problème quand même, on peut le dire comme ça. Un mot en terminant, Francis, sur cette alliance, finalement, entre Bureau en gros et Amazon. Qui y gagne? Bon, ça, on peut le deviner un peu, mais qui y perd aussi? Je serais intéressé qu'on discute de qui gagne et de qui perd. Évidemment, j'ai le pressentiment que Amazon gagne énormément. Ça facilite évidemment l'achat de biens sur la plateforme américaine. Et donc, en gros, on va pouvoir aller chercher des colis commandés chez Amazon dans plusieurs centaines de points de service de Bureau en gros. C'est bien, mais j'imagine bien le scénario quand même, Marianne, où je veux m'acheter une imprimante. Je pourrais techniquement l'acheter chez Bureau en gros puis qu'il fasse du profit puis tout ça. À la place, je vais l'acheter sur Amazon puis aller la chercher au Bureau en gros. Je vois pas ce que Bureau en gros a gagné nécessairement là-dedans, sinon de m'attirer dans le point de vente puis me vendre 3 stylos puis un post-it. Là. Donc, tu sais, je comprends pas mal la logique. Puis il faut dire que historiquement, Amazon n'a pas été toujours sympathique avec ses partenaires. On se rappellera l'histoire de Toys R Us, là, qui avait vraiment utilisé Amazon comme principale plateforme de distribution des jouets. Puis après quelques années, Amazon avait décidé de commencer à tenir des jouets de d'autres vendeurs de jouets. Toys R Us s'était retrouvé un peu surpris de ça. Elle pensait qu'elle avait le monopole. Il y a eu des poursuites et tout. Donc, c'est pas toujours Amazon, là, c'est un géant là, qui joue pas toujours très gentiment avec ses partenaires. Donc, je sais pas à terme là, ce que Bureau en gros souhaite aller chercher dans toute cette nouvelle relation qui a été annoncée aujourd'hui. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Francis. À demain.